tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale sur School TV. On est ensemble pendant 30 minutes pour parler parentalité, éducation, culture, sport, toujours avec des invités ô combien inspirants. Orientation, Parcoursup, choix d'études pour des milliers et des milliers de familles. En France, eh bien, ces mots riment très souvent avec stress face à un système jugé compliqué, voire opaque. Une question revient sans cesse. Comment faire les bons choix quand on n'a pas les bonnes informations? C'est dans ce cas justement que Totis s'est imposé comme un acteur de référence de l'orientation avec une promesse simple: rendre l'information fiable, lisible et accessible à tous. C'est aussi important. BUT, BTS, licence, bachelor, prépa, master, jamais l'offre de formation n'a été aussi pléthorique, riche. Mais quelle est la valeur réelle d'un diplôme? Quelles sont les passerelles possibles? Comment savoir si une école est reconnue ou pas? On se pose toutes ces questions dans un instant. L'orientation ne se résume pas à une plateforme ni à une procédure. Elle commence bien avant et surtout elle continue bien après. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est plus seulement de réussir Parcoursup, mais de donner à nos jeunes et à leurs parents les clés pour comprendre, décider et avancer plus sereinement dans ce système devenu, il faut le dire, assez complexe. La matinale, c'est parti. Bonjour Clément Moussy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'heureux cofondateur et directeur général de Totis. C'est tout pour l'interrogation surprise, tout va bien. Voilà, 20 sur 20, tout va bien. Merci d'être avec nous. Jusqu'ici, tout va bien, c'était facile. Bonjour Julien Cotte. Bonjour. Vous êtes papa. Oui. 4 enfants. 4 enfants, c'est ça. Et notamment de Benjamin qui a eu quelques soucis avec Parcoursup, on va dire, l'année passée. Et vous avez du coup utilisé la plateforme de Clément. Et tout s'est arrangé, vous allez nous expliquer ça dans un instant. Et tant mieux parce que... C'est d'autres enfants, dont un, il me semble. Donc là, c'est Benjamin qui a rentré. Benjamin, oui. Et puis Romain qui est en première. Donc là, on est dedans. Par là. On est dedans. Quel constat vous avez fait, vous Clément, et qu'est-ce qui vous a motivé à créer Totis en 2018 déjà? En fait, pour nous, l'enjeu d'orientation, c'est une question d'information. L'idée, pour réussir son orientation, c'est d'être le mieux informé possible sur ce qui existe, donc les formations de l'enseignement supérieur, et sur ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse. Et donc le constat de départ de Totis, c'est de se dire, on a besoin d'avoir un média qui va dans les universités, qui va dans les écoles, qui donne la parole aux étudiants, aux professeurs, de manière très directe, avec beaucoup de formats vidéo, pour que le futur étudiant, le lycéen de terminale qui se pose la question de son orientation, ait un maximum d'informations qui soient fiables, de qualité, mais qui soient aussi vécues par ceux qui vivent la formation, donc les étudiants, les professeurs. Ça, c'est le constat de départ. Et donc, on s'est dit, pour ça, il faut une solution. faut une solution qui est dans les codes de la jeunesse, donc de la vidéo, des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, des choses assez directes qui permettent de s'identifier, de se projeter surtout. Julien, comment vous avez pris connaissance, comment vous avez connu du coup cette solution? Par les réseaux, par Internet. On a fait des recherches et c'est un des noms qui est sorti et sur lequel moi j'ai accroché. Et donc, obligatoirement, une fois qu'on accroche... C'est-à-dire qu'il y a un contenu qui vous a accroché ou c'est à force de consommer du contenu vous avez dit, tiens, non, c'est le contenu, ça m'aide au quotidien? Ça m'a permis de comprendre des choses, de me renseigner, puisque quand j'ai passé tout ce qui était bac ou autre, c'était pas du tout pareil, donc obligatoirement, il faut se réinventer par rapport à ça. Je me souviens aussi. Voilà. Et ça a aussi plu à mes enfants. Alors, ils ne regardaient pas forcément les mêmes contenus au même moment ou autre, mais en tout cas, il y avait une complémentarité. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, parce qu'aujourd'hui, en tant que parent et en tant que père, l'enjeu, c'est de pouvoir discuter avec notre enfant. Et c'est pas évident. Quelle était la situation de Benjamin à l'époque? Alors à l'époque, Benjamin, il avait fait son bac, ça s'était bien passé. Il a tenté médecine. Donc déjà, on avait regardé tout ce qui était, puisque c'était pendant les réformes, PASS, LAS, etc. Donc déjà rien que ça, c'était important d'avoir le contenu qui nous aidait là-dessus. Ça change déjà, ouais. Voilà. Et malheureusement, il n'a pas réussi le concours médecine. Donc on a dû travailler avec lui sur une réorientation. Et derrière un échec, parce que il a donné énormément. Derrière, c'est dur de se reconstruire. D'où le fait de pouvoir avoir du contenu pour discuter, montrer des choses, passer cet échec et dire il faut construire la suite. Il y a plein de... Petit à petit, où il y a eu comme un basculement, une prise de confiance chez Benjamin et peut-être aussi de votre côté par rapport à la nouvelle orientation du coup. Alors non, c'est justement c'était long. C'était long, il a fallu beaucoup discuter, beaucoup regarder de contenu, s'interroger, il a fallu faire le deuil de l'échec, tout simplement, passer cette étape-là, et le fait d'avoir des contenus... Est-ce que c'était vraiment un échec, avec du recul? Alors,
je sais qu'il le prend comme un échec, parce que, et donc ça, c'est sûr que lui, ça lui a mis un temps d'arrêt, parce qu'il a donné énormément. Ouais. Il faisait du 7h30, 23h tous les jours pour arriver à ça, c'est compliqué. Hein. Voilà, et derrière, se renouveler... Bon, au moins, il l'a pas fait pendant 5 ans. Non. Pourquoi avoir fait dès le départ le choix d'un média et d'outils gratuits? Ça, c'était important, la gratuité du contenu pour apporter peut-être de l'information au plus grand nombre. L'idée vraiment d'un média comme Totis, c'est justement que ce contenu soit accessible à tous. L'idée d'être sur le digital par rapport à ce qui existe, on pense au salon par exemple. Le salon, il nécessite de se déplacer à un endroit précis, à un horaire précis pour avoir des informations. L'intérêt d'un média digital, c'est que c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, évidemment, la gratuité, elle est inhérente à ça parce que on ne peut pas payer pour avoir de l'information pour son orientation. L'idée, c'est de pouvoir diffuser cette information le plus possible. On est beaucoup regardé, par exemple, dans les territoires d'outre-mer ou dans des endroits où il y a moins d'accès justement à ces événements physiques, au salon, et puis de manière globale partout sur le territoire français. Donc la gratuité et l'accessibilité à tout moment, c'est essentiel quand on est en train de construire son projet d'orientation. Vous arrivez à voir quand c'est consommé? Vous arrivez des fois à voir que tiens, il y a tel élève qui a peut-être découvert le média à 2h du mat, entre 2 et 6. Il a fait un petit binge, il a enchaîné les contenus. Tiens, il a aimé le contenu là. Ouais. Heureusement, on a la chance d'avoir beaucoup de monde, parce qu'on a 900 000 abonnés sur les réseaux sociaux et on fait... en un an, 250 millions de vues. Wow. Donc, c'est difficile de suivre un utilisateur spécifiquement. Mais effectivement, on voit une très forte hausse de l'audience en ce moment. On est dans la période des vœux Parcoursup, donc on est vraiment dans la période décisive où les jeunes rentrent leurs vœux sur la plateforme. Donc Julien dort moins bien, hein, on est dedans là. Hein. c'est le moment chaud, c'est le moment où on doit prendre la décision, donc forcément on retourne regarder des vidéos, consulter des contenus sur les formations avant de valider le vœu. Allez, qui dit vidéo chez Totis dit tuto, et un tuto sur Insta, ça donne ça. En terminale ou en réorientation et tu comprends rien au vœu Parcoursup, je vais t'expliquer comment ça marche en fonction des formations. Mais avant ça, si tu as besoin d'aide pour tes lettres de motivation Parcoursup, Totis a créé l'IA parfaite pour les rédiger. Totis LM, des lettres indétectables par le détecteur d'IA, inspirées des lettres de candidats qui ont été acceptés l'an dernier, et en plus, c'est gratuit et le lien est en bio. Alors fonce. D'abord, il y a combien de vœux sur Parcoursup? Sur Parcoursup, tu peux former 10 vœux pour des formations initiales et 10 vœux supplémentaires pour des formations en alternance. Mais évidemment, t'as pas besoin de classer tes vœux par ordre de préférence. Tout est mélangé. C'est quoi la différence entre vœux et sous-vœux? Alors pour t'expliquer, un vœu est égal à une formation. Un sous-vœu, c'est un établissement pour cette formation. Mais attention, selon le type de formation, le fonctionnement change. Mais donc comment ça se passe pour les formations non sélectives, comme les licences et les passes? Alors tout d'abord, pour les licences classiques, une licence est égale à un vœu, peu importe le nombre d'universités. Par exemple, tu demandes une licence de droit mais dans 4 universités, ça compte comme 4 vœux. Et pour passes, c'est un peu plus différent, car en Ile-de-France, plusieurs passes comptent pour un vœu. Alors que hors Ile-de-France, un établissement est égal à un vœu. Donc faut vraiment bien faire attention si tu es en Ile-de-France ou hors Ile-de-France. Mais évidemment, tu peux ajouter plusieurs mineurs dans un même établissement sans que ça prenne de vœux supplémentaires. Et pour les formations sélectives comme les BTS, BUT, les CPGE ou les GNMAID, comment ça se passe? Pour les BTS, BUT ou les classes prépa, une formation est égale à un vœu et un établissement est égal à un sous-vœu. Mais tu as quand même un maximum. Tu peux avoir jusqu'à 20 sous-vœux au total avec 10 maximum par formation. Par exemple, tu peux postuler à un BTS communication dans 3 lycées, mais ça comptera pour un vœu et 3 sous-vœux. Les IFSI, c'est un peu plus particulier. Une université de secteur est égale à un vœu, car tous les IFSI rattachés à cette université comptent comme des sous-vœux non décomptés. Mais par contre, tu es limité à 5 universités, donc 5 vœux maximum pour les IFSI. Pour Sciences Po Paris, c'est aussi différent. Tu es limité à 2 campus, donc 2 sous-vœux pour un vœu. Pour les IEP du réseau, tu peux postuler à tous les IEP. Ça comptera seulement pour un seul vœu. Mais par contre, il y a une petite spécificité pour Sciences Po Bordeaux ou Grenoble, un IEP est égal à un vœu. Et enfin, pour les concours d'école d'ingénieurs ou de commerce, quand il y a un concours commun, un concours est égal à un vœu. Donc tu peux postuler à toutes les écoles du concours sans limite de sous-vœux. Par exemple, le concours Sésame te permet de candidater à plusieurs écoles avec un seul vœu. Par contre, encore une fois, petite spécificité, quand une école a son propre concours, un concours est égal à un vœu. Voilà, tu sais tout. Bon courage. On t'a compris, pour Parcoursup, pour l'orientation, faut être bon en maths. C'est technique. Faut être bon en maths. Non, plus sérieusement, un média fait par les jeunes, pour les jeunes, c'est votre marque de fabrique. C'était la promesse. On a créé Totis en étant étudiant.
avec mon associé Thibaut Arnoux. Donc c'était vraiment un métier étudiant. Au départ, on filmait avec nos téléphones dans les universités, dans les écoles. Et puis, le succès faisant, aujourd'hui c'est une entreprise structurée avec 30 collaborateurs. Mais ça reste des jeunes qui prennent la parole, qui incarnent aussi le message qu'ils portent, parce que forcément il faut s'adresser à la bonne cible, même si on s'adresse, c'est un peu l'objet de l'émission, on s'adresse aussi aux parents, pas que aux jeunes. Ils sont en plateau, hein. C'est eux qui dorment pas. Hein. Ouais, je sais que c'est aussi compliqué pour nos jeunes. Totis est aujourd'hui reconnu par Parcoursup et bon nombre d'institutions. C'est un game changer. En quoi ça change la donne? C'est comme un label, du coup? Oui, c'est très important parce que, une fois de plus, c'est un sujet sérieux, c'est ce qu'on évoquait, de ne pas se tromper et surtout d'avoir accès à une information qui soit fiable et qui soit de qualité. Et bon, je pense qu'on l'a vu sur la vidéo, c'est très complexe, c'est très technique, il y a énormément de formations et tant mieux parce qu'on a la chance d'être dans un pays où on a accès à une multitude de formations, mais forcément... Oui, mais du coup, c'est le grand flou, quoi, non? C'est une matière à part entière, genre, limite à l'école, quoi. Enfin, non, c'est vrai. Hein. En fait, à partir du moment où on a beaucoup de choix, ça veut dire que forcément on a beaucoup d'informations, donc il y a une forme de complexité. Et pour justement pouvoir être expert dans tous ces secteurs, on a noué des partenariats avec des institutions, donc avec Parcoursup évidemment, là c'est sur la partie plateforme Parcoursup, expliquer la plateforme, et avec France Université pour les universités, la conférence des grandes écoles pour les grandes écoles. Ça permet que ces institutions-là contrôlent notre contenu, nous informent, là il y a une réforme, il y a une modification, on évoquait Passlas, c'était une réforme il y a quelques années, c'est très technique, donc il faut qu'on ait aussi à chaque fois des acteurs experts dans chaque domaine, dans chaque sous-domaine de l'enseignement supérieur, qui puissent venir contrôler ce contenu, nous informer et le faire évoluer pour qu'il soit juste et à jour. De l'information fiable, on l'a dit effectivement, et le tout sans stresser, il faut arriver à dédramatiser, c'est ce qui vous a aussi séduit dans ce contenu? Oui, ça dédramatise, en fait c'est surtout que comme il y a du contenu, ça rassure en fait. Parce que ce qui est vraiment inquiétant, que ce soit Parcoursup et avec la vidéo on vient de le voir, il y a beaucoup de choses. L'orientation, quand on discute avec un enfant d'orientation, quand on a 16, 17, 18 ans, c'est abstrait pour lui, non? C'est déjà nous à notre âge, quand on doit se reconvertir ou quoi que ce soit, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Donc pour un jeune, c'est encore plus dur. Donc oui, le fait d'avoir du contenu enlève ce flou, ou en tout cas minimise le flou, et ça c'est très appréciable. Vous aviez, avant de découvrir Totis, participé à des forums avec Benjamin à l'époque, et du coup... il y a du monde, c'est peut-être pas forcément aussi efficace, c'est une autre approche. Est-ce que c'est pour le coup complémentaire ou... Pour moi, je pense que c'est complémentaire parce qu'il y a des choses qui se passent très très bien aussi dans les forums, hein, donc il faut pas minimiser ce côté-là. Oui, parce qu'il y a des humains pour le coup, tu fais des rencontres. Exactement, après voilà, ça dépend aussi des humains qu'on va rencontrer ou autre, mais qui donne envie. Ce qui est compliqué dans un forum, c'est que c'est à un moment précis. Il faut être prêt, il faut pouvoir être disponible, il faut que l'enfant soit à l'écoute. Et des fois, c'est pas le cas. Alors qu'avec du contenu, mais sur un média, obligatoirement on peut y revenir, on peut le voir plusieurs fois, on peut reposer des questions. Donc oui, ça engage la discussion différemment. Donc voilà, c'est assez complémentaire, mais ce que j'ai bien aimé moi, c'est de pouvoir y revenir plusieurs fois pour essayer de comprendre certaines choses, que mon fils puisse y retourner aussi, qu'on puisse discuter ensemble sur ce contenu. Ça, c'est fort. Clément, est-ce que vous avez parfois affaire aux parents? Alors aujourd'hui, oui, mais est-ce que vous êtes amené, je sais pas moi, est-ce que vous faites des conférences, ou est-ce qu'on peut vous joindre, même si je sais que vous avez beaucoup de travail avec votre associé, mais vous êtes... En fait, c'est important d'avoir ce feedback aussi, du coup? Nous, on remarquait que naturellement, on avait des parents. Parce qu'on parle d'orientation, même si on avait un discours qui était très direct envers les jeunes, naturellement on avait des parents qui consultaient nos contenus parce qu'ils étaient dans cette recherche d'orientation avec leurs enfants. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette année vraiment une verticale dédiée aux parents, avec un guide dédié aux parents, une IA dédiée aux parents. J'ai vu. Donc là, on y reviendra peut-être. Merci pour moi. Merci. D'avoir vraiment un contenu dédié aux parents, aussi un partenariat avec la PEP, qui est une des plus grandes fédérations de parents d'élèves. Donc l'idée, c'est vraiment de leur parler directement maintenant aux parents aussi. Donc effectivement, ils nous écrivent par mail, en DM sur Instagram, etc. Nous, c'est une difficulté de tout traiter parce que le rôle de la plateforme, c'est un média et on n'est pas forcément dans cet échange, mais l'idée, c'est que quasiment toutes les questions qu'on se pose, normalement, on doit pouvoir les trouver sur Totis, dans nos guides, sur le site. Et c'est pour ça qu'on a lancé aussi des IA. C'est que maintenant, la question, on la pose en direct à nos IA et elle va répondre normalement à
toutes les questions qui concernent l'orientation. Il y a assez peu de trous. Franchement, elle est assez pertinente. Elle est bien. Quelle est l'ambition justement de Totis IA? L'ambition de Totis IA, c'est de dire que les IA prennent une part, on va dire, de plus importante dans nos recherches d'informations et encore plus quand on s'adresse à une cible jeune qui va grandir avec ces outils et donc qui va avoir le réflexe de ces outils. Et quand on regarde aujourd'hui les outils généralistes, ils ne sont pas forcément très experts dans la complexité de l'information parce qu'ils vont chercher sur l'intégralité du web, donc ils vont aussi aller chercher des informations non vérifiées ou des informations qui sont plus à jour. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a créé des IA, où on a un modèle d'IA très performant, qui est une grande IA à l'équivalent de ChatGPT, etc., en modèle de discussion, mais qui par contre qui est enfermé dans une base de données que nous maîtrisons. Et cette base de données, elle est alimentée par nos contenus, par nos guides, par notre site web, par les open data du ministère. Donc ça permet d'avoir une IA performante, mais qui soit vraiment experte d'orientation et qui va pouvoir répondre à toutes les questions, même les plus techniques, sur les formations, sur les vœux, sur Parcoursup. Et aussi, elle va aider le parent et le jeune à se poser les bonnes questions. Je suis en terminale, j'aime bien l'économie, j'aime bien tel domaine. Et là, l'IA, elle va tout de suite dire, par rapport à tes centres d'intérêt, voici les formations qui peuvent te correspondre. Et elle va aider justement ce cheminement de réflexion vers la formation. Est-ce que vous avez le sentiment que le parcours d'orientation de vos deux premiers sera totalement différent grâce à cette solution? Encore une fois, ça ouvre le dialogue. Ce qui est compliqué de mon côté, bien entendu, compliqué. On a un très bon dialogue avec mes enfants. Par contre, sur des sujets sensibles, des fois, ça peut être un peu crispé, obligatoirement. Le fait d'avoir un média, des solutions de ce type... Ça peut être quoi, pardon, de vous couper, un sujet sensible? Un sujet sensible, c'est tout simplement quelle est l'école qu'on va faire. Est-ce que mon enfant se voit dans une école? Comment? Quel est le métier? Et derrière, concrètement, est-ce qu'il a les moyens d'y aller? Est-ce qu'on peut l'accompagner? Parce qu'il y a des moyens et financiers et intellectuels et humains. Des fois, les discussions, ça peut être compliqué. Je vais vous donner un exemple très simple, mais c'est quand il a arrêté, quand il n'a pas pu avoir médecine, on s'est posé la question, est-ce qu'il n'allait pas le faire à l'étranger? C'était un billet de 15 000 € par an. Il faut pouvoir discuter, il y a la barrière de la langue, et c'est des sujets, en fait, on ne les aborde pas avec les enfants en règle générale. Donc là, c'est un moment donné, il faut trancher dans l'urgence, et ça, c'est compliqué. Donc le fait d'avoir des outils qui permettent de dialoguer différemment, de se reposer sur quelque chose, c'est vraiment une sorte de béquille, en fait, à la discussion. En tout cas, moi, je l'ai toujours pris comme ça. Et ça, c'est bien. Clément, est-ce qu'il faut parfois rassurer les parents? Parce que des fois, quand on parle d'IA, maintenant, il y a tellement d'émissions et on parle d'intelligence artificielle. Il y a un onglet, peut-être, où il y a des questions sur comment rassurer les parents en disant « Oh là là, ils disent encore une IA, alors c'est Totis, je sais pas, machin, mais... » Parfois, il faut plus rassurer les parents mais j'ai l'impression souvent, quoi. Que les enfants. Les enfants, ils foncent. Souvent. Non, mais nous, on a plusieurs sujets. Il y a l'IA. Nous, on est très présents aussi sur TikTok. On est en plein débat sur justement les réseaux sociaux, ce que ça impacte sur les jeunes. Nous, l'idée, c'est de dire ces outils-là, ils existent. Essayons de les utiliser avec un contenu intelligent, intéressant, utile. Nous, on produit, on sort 2000 vidéos par an sur TikTok. C'est que des vidéos, comme on a pu voir, c'est que des vidéos d'information, d'orientation. L'idée, c'est de se dire, peut-être dans un fil TikTok, si tout d'un coup, il y a quelque chose qui permet de poser une question sur son orientation, sur son avenir, c'est intéressant. Et l'IA, c'est pareil. Quand c'est un outil qui permet de répondre à la plupart des questions qu'on se pose pour son avenir, c'est un outil qui devient vraiment intéressant et qui est rassurant. Après, tout est avec modération sur tous les réseaux sociaux et c'est un vrai sujet. Julien, qu'est-ce que vous conseilleriez-vous aux parents qui sont en pleine période, qui commencent à douter et qui prennent conscience de la situation qui peut être ô combien stressante effectivement pour leurs enfants et eux, pour le coup? C'est de se renseigner, discuter. Il faut dégager du temps. Il faut discuter, quoi. Oui, c'est la discussion, c'est le dialogue, c'est la recherche d'informations. Moi, je vois, mes enfants ont été sur TikTok et autres, c'est le média qu'ils aiment bien, et je trouve ça très très bien qu'ils aient accès à ces vidéos-là, parce qu'ils vont pas aller sur les sites institutionnels. Nous, parents, on va vouloir être assurés par des sites institutionnels ou autres. Donc en fait, on va avoir une complémentarité. Et le problème, c'est que souvent, en tout cas quand je discute avec d'autres parents, c'est qu'on reste un petit peu dans
voilà, on est sur nos positions. Or, on a un objectif commun, c'est que ça se passe bien. Et donc, c'est ce point-là qui est important. Et donc, le meilleur conseil, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment le dialogue. Le dialogue et, encore une fois, tous les outils qui peuvent être mis à disposition pour avoir de l'information et susciter la discussion, c'est que du plus. Clément, on voit que c'est ô combien compliqué, même quand les parents sont derrière. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des cas avec des élèves qui se retrouvent un petit peu seuls? Moi, j'ai un souvenir, effectivement, moi me concernant, où l'orientation, c'était pas forcément un sujet à la maison. Et c'est vrai que tu te retrouves là, te débrouiller un petit peu tout seul, et tu dois te décider. Je sais pas trop quoi mettre. Alors moi, c'était pas Parcoursup à l'époque, mais j'imagine qu'il y a encore aujourd'hui bon nombre d'élèves qui sont dans ce cas-là, où l'orientation, c'est pas forcément un sujet à table, quoi. C'est ça, effectivement, il y a des enfants qui sont très accompagnés par leurs parents, d'autres moins. C'est aussi l'idée d'avoir un média jeune, c'est-à-dire de se dire que finalement, le jeune tout seul, même s'il n'est pas dans un cadre familial qui va le pousser pour son orientation, il va avoir accès à l'information. Et il va avoir accès, on va dire, à l'ensemble de l'information pour éviter un peu des biais qui font que si nos parents n'ont pas fait forcément tel type d'études, on va pouvoir s'auto-censurer ou ne pas y aller. Et c'est quand même l'idée aussi d'avoir un média justement digital qui va toucher directement le jeune sur son smartphone. C'est quand même autre chose que, par exemple, effectivement, on parlait des salons. Souvent, le salon, c'est le parent qui emmène avec les deux bras qui le tirent, qui emmène ses enfants dans les salons. Et si on n'a pas ce cadre familial, peut-être que aller en salon, c'est pas quelque chose qu'on va faire quand on est jeune tout seul. Par contre, tomber sur un contenu qui peut nous intéresser sur Instagram ou sur TikTok, qui va parler d'une école, d'une formation qui peut nous intéresser, là j'ai envie de dire, on y arrive. Donc c'est aussi ça notre vocation. C'est d'apporter ce contenu, une fois de plus, de la manière la plus directe auprès des jeunes et effectivement on va dire éliminer le maximum les biais. Ils existeront malheureusement toujours, mais on essaye d'apporter cette information, qu'elle arrive en direct auprès de la cible et que si on suscite un intérêt sur une vidéo parce qu'on parle d'une licence qui peut intéresser, après on va pouvoir aller pousser la réflexion, consulter sur le site web de Totis les informations sur la licence, pourquoi pas une vidéo sur YouTube d'immersion. Voilà, l'idée c'est quand même qu'il soit capté assez vite notre message. Assez vite, justement. Sur les réseaux. Je vais vous poser la question, Clément, mais ce sera pour vous finalement, Julien. Il faut commencer le plus tôt possible, parce que je sais qu'il connaît par cœur tous les contenus. Le plus tôt sera le mieux, le plus tôt est le mieux? C'est pas forcément, dans le sens où, en tant que parent, peut-être qu'on peut se renseigner en amont. Et si on commence en troisième, quand les enfants veulent faire des études supérieures, ça n'a pas de sens. S'ils veulent faire des études plus courtes ou autres, oui, pourquoi pas. Mais en parler trop tôt, je vois avec mes enfants, ça n'a pas marché. C'est quand il faut en parler. Parce que vous avez commencé à quel âge avec vos enfants? J'ai commencé à 8 ans. Voilà, à 3 ans, j'ai déjà. Non, mais. Alors, tu m'as dit que tu voulais faire pompier hier, Belle. Plus sérieusement. Non, mais je voyais que c'était trop tôt parce que nous, en tant que parents, on s'inquiète parce qu'on voit l'avenir, on voit le chemin qu'il y a à parcourir derrière. Et au final, l'enfant, il n'est pas du tout prêt, donc ça sert à rien. Et il y a un contenu qui est très très bien, c'est tout ce qui est métier, présentation des métiers. Ça, c'est riche parce qu'en tant que parent, on ne connaît pas tous les métiers et en tant qu'enfant, on connaît encore moins les métiers. Et de pouvoir vraiment être dans l'immersion un format très court, de comprendre ce que ça veut dire, ça c'est top. Et ça c'est plutôt sympa. Pourquoi les familles ont-elles autant de mal à comparer tous les diplômes? Parce qu'il y en a beaucoup, ce que vous disiez tout à l'heure? C'est assez complexe. C'est objectivement assez complexe. Il y a différents types de diplômes. Il y a surtout en fait la différence entre les diplômes de l'enseignement supérieur, donc les diplômes de licence, de master, et les diplômes qui sont des diplômes professionnalisants, donc des titres RNCP, qui n'amènent pas au même droit en poursuite d'études et sur certains éléments. Donc ça, c'est un sujet qui est technique, qui est difficile effectivement à comprendre pour les familles. Et puis parfois il y a un flou parce que certaines écoles vont être volontairement dans le flou par rapport à la reconnaissance réelle de leur diplôme. Et donc là, effectivement, c'est un sujet, j'ai envie de dire, la loi est faite ainsi, la régulation de l'enseignement supérieur est faite ainsi en France. Donc là, on invite effectivement aussi les parents et les familles à se renseigner, c'est-à-dire à comprendre quel type de diplôme est préparé par tel type d'école. Et nous, on a créé un outil justement qui s'appelle Totis Vérificateur de diplôme, qui permet que lorsqu'on rentre le nom d'une formation et un établissement, une IA Totis va contrôler effectivement quel type de diplôme il s'agit. Et
Est-ce qu'il s'agit d'un diplôme gradé, visé? Est-ce qu'il s'agit d'un titre RNCP? Est-ce que, par exemple... Et ça indique sur la valeur du diplôme? Parce que ça, c'est compliqué aussi. Alors, je revois encore les discussions que j'ai avec mes amis et tout. Il y a toujours sur l'école reconnue ou pas, sur la valeur du diplôme, encore une fois. Objectivement, la valeur du diplôme, c'est des critères, on va dire, objectifs, de dire est-ce que ce diplôme, c'est un diplôme reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur? Est-ce que ça induit quelque chose en termes de débouchés professionnels, par exemple? Pas nécessairement. On peut avoir des formations professionnalisantes qui vont peut-être avoir des meilleurs débouchés professionnels que certaines formations. Et ça, l'IA le dit? Universitaires. Enfin, non, parce que ça, c'est subjectif. D'accord. En fait, une fois de plus, ça, c'est très subjectif. Nous, l'idée, c'est d'apporter de l'objectivité. C'est de dire, ce diplôme, il est reconnu, il est gradé, il est visé, il est titre RNCP. Ça, c'est un critère objectif. De dire, oui, mais peut-être que tel titre RNCP a des meilleurs résultats que tel diplôme visé ou gradé. Là, ça devient subjectif. Et donc là, on n'intervient pas là-dessus. Nous, l'idée, c'est de dire, pour que vous vous orientez bien, il faut que vous soyez informé. Donc si vous faites le choix d'être dans une formation avec un titre RNCP, c'est pas forcément un mauvais choix, mais par contre, il faut que vous sachiez que vous allez vers une formation professionnalisante qui n'a pas le même niveau de reconnaissance, par exemple, qu'une formation universitaire. C'est important d'avoir cette objectivité de l'information. Et après, on peut en faire des interprétations subjectives, mais c'est tellement complexe que je m'y risquerais pas. Et du coup, TOTIS diminue les inégalités en termes d'orientation? C'est la volonté, j'imagine. Voilà, c'est la volonté. Est-ce que c'est quantifiable? Est-ce que je peux vous l'affirmer ici? J'aurais pas cette prétention. En tout cas, notre volonté, c'est un accès gratuit, fiable à de l'information d'orientation. Et je pense que, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, mais qu'une orientation réussie, c'est quand même quand on élimine un maximum les biais d'information, quand on va dire l'information la plus éclairée possible, qu'on va faire le meilleur choix. Et c'est vraiment notre vocation, donc on essaye en tout cas. J'ai 47 ans, je veux me réorienter, je peux utiliser TOTIS ou pas? Oui, bien sûr. C'est vrai? Oui, bien sûr. Ah, je suis pas très clair pour une fois. Bien sûr, on parle des métiers, on parle de la réorientation. Non, parce que je suis déjà senior, moi, attention. C'est pas grave. Je suis déjà senior. 47 ans, on est senior dans le milieu du travail. Donc, on a TOTIS métier qui présente un peu tous les métiers. Donc si vous voulez changer de métier, consultez TOTIS métier. Et alors, encore une chose importante, je vous entendais parler d'échecs concernant la réorientation effectivement de Benjamin. En tout cas, c'est comme ça qu'il a vécu. Est-ce qu'il y a du contenu là-dessus ou comment expliquer à chaque fois qu'une forme de réorientation est encore vécue comme un échec pour bon nombre de nos jeunes, alors qu'au final, ce n'est qu'une étape? Nous, on a des témoignages. C'est pas toujours un chemin linéaire. Non, c'est même rarement. Pas rarement. Toujours, même assez rarement un chemin linéaire. Là, c'est pareil, il faut rassurer en fait. Faut se dire, c'est mieux si vous vous trompez pas dès votre première année d'études. Si ça vous plaît tout de suite et que vous continuez, tant mieux. Mais si vous avez fait une erreur ou parce que finalement ça vous plaît pas ou qu'il y a un échec, il y a toujours des passerelles. Même sans recommencer, il y a des passerelles entre les types de formations. Donc nous, ce qu'on essaie, c'est d'avoir un maximum de témoignages justement d'étudiants qui ont eu des chemins, on va dire, un peu plus originaux, tortueux, et qui finalement sont parvenus à avoir le diplôme qui les intéressait et à avoir aujourd'hui le métier qui les intéresse. Donc voilà, faut pas que ce soit un frein. Le mieux, c'est de viser juste dès le début, mais en tout cas, c'est pas dramatique si on se trompe. C'est pas dramatique, donc on retombe sur ses deux pieds, effectivement. Vous aviez songé un moment à l'année de césure avec Benjamin ou pas? Quand il s'est dit que ça fonctionnait pas et que vous avez vu qu'il vivait ça comme un échec, ça devait être difficile. Ouais, l'échec, c'était surtout de rater son concours. Après, la réorientation, c'est pas forcément un échec pour lui, c'est plus savoir ce qu'il va pouvoir faire. Parce il veut être médecin. Et aujourd'hui, il s'aperçoit qu'il ne peut pas être médecin de cette manière-là, donc qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est plus ça le côté difficile. Après le reste sur l'année de césure, non, on n'y a pas pensé. On était plus, en tout cas lui, il était plus sur une idée de dire, je vais repartir sur quelque chose, donc il faut que je retrouve. Et puis si je dois rechanger, je rechangerai, mais en tout cas, il ne faut pas que je reste sans rien faire. Donc voilà, donc il est parti sur une année d'alternance et puis il va peut-être rechanger d'ailleurs. Donc voilà, donc on est vraiment. Il est parti là, ça y est. C'est en mouvement. Merci infiniment tous les deux. Merci. Pour toutes ces infos positives ce matin. On a vu, concernant Parcoursup, grâce à votre solution. TOTIS, Clément Moussy, cofondateur, directeur général de TOTIS, et Julien Cotte, papa, notamment de Benjamin, qui a vécu la réorientation de Benjamin et qui a connu l'obstacle Parcoursup. Merci à tous les deux d'être venus sur la matinale de School TV. Je vous souhaite une excellente journée. Encore merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les matins. On est vraiment très heureux. Merci encore. Merci du fond du cœur. Excellente journée.
Parcoursup.